3 lions, crinière noire, épaules larges, démarche lente. Ils marchent en ligne sur la berge de la rivière Sand, dans la lumière orange d'un matin de juin. Ils ne chassent pas, ils ne fuient pas, ils rentrent chez eux. Derrière eux, 40 kilomètres de brousse, 2 ans d'exil, et le souvenir d'une nuit qu'aucun d'eux n'a oubliée. Quand ils atteignent la clairière centrale du territoire de Selati, ils s'arrêtent, et ils commencent à rugir, ensemble, pendant 40 minutes. Les guides de Sabi-Sands diront plus tard qu'on pouvait les entendre depuis le lodge, à 6 kilomètres. Mais cette histoire ne commence pas ici. Elle commence 2 ans plus tôt, un soir de décembre, quand une lionne de la fierté de Selati mit au monde 5 lionceaux dans un fourré de Tamboti au bord de la rivière. 3 mâles, 2 femelles. Les chercheurs les cataloguèrent le lendemain. SM14, SM15, SM16 pour les mâles, SF09 et SF10 pour les femelles. 5 numéros dans un fichier. Personne ne savait que ces numéros allaient raconter une des histoires les plus brutales de la réserve. Leur mère s'appelait, enfin, les guides l'appelaient, la vieille de Selati. 13 ans, la matriarche, celle qui décidait où la fierté chassait, où elle dormait, quand elle se déplaçait. Dans Sabi-Sands, quand on parle de fierté, on pense aux mâles dominants. Mais ceux qui connaissent vraiment les lions savent que ce sont les femelles qui tiennent un territoire. Les mâles passent, les femelles restent. Le territoire de Selati était un des plus riches de la réserve. 28 km² de savane coupée par la rivière Sand. Eau permanente, impalas, phacochères et koudous à chaque saison. 4 femelles adultes chassaient ensemble, avec une efficacité redoutable. Et au centre de tout ça, le mâle dominant. Leur père, 13 ans, solitaire, massif. Une crinière clairsemée par l'âge, mais une présence que personne ne contestait. Pas encore. Les 5 lionceaux grandirent dans ce monde-là. Un monde de viande fraîche tous les 2 jours, de siestes à l'ombre des jackalberries, de jeux entre frères et sœurs au bord de l'eau. Les femelles, SF09 et SF10, étaient les plus téméraires. Toujours devant. Toujours les premières à approcher un phacochère, à défier un varan, à s'éloigner du groupe. Les 3 mâles suivaient, plus prudents, plus lents. Les guides adoraient cette portée. 5 lionceaux qui survivent ensemble. C'est rare. La mortalité infantile chez les lions dépasse les 60%. Les photographes venaient spécialement pour eux. Il existe des centaines de clichés de ces 5-là, empilés les uns sur les autres au bord de la rivière, endormis en tas sous le même buisson. Des images d'un monde qui n'allait plus exister. Parce qu'à 300 km au nord, quelque chose bougeait. 4 mâles adultes venaient de perdre leur territoire dans le Kruger, chassés par une coalition plus jeune. 4 lions entre 6 et 8 ans, affamés, blessés dans leur orgueil, en marche vers le sud. Les Rangers les avaient repérés traversant la rivière Sabi en octobre. Direction Sabi-Sands. La vieille de Selati sentit le danger avant tout le monde. Ses déplacements changèrent à partir de novembre. Elle ne chassait plus au nord. Elle gardait la fierté au sud, près de la rivière, loin de la frontière. Comme si elle savait. Les 5 lionceaux avaient 14 mois. Assez grands pour courir. Pas assez pour se battre. Le premier rugissement étranger fut entendu le 8 décembre, juste après minuit. 4 voix graves, synchronisées, venues du nord-est. À moins de 5 kilomètres. Le vieux mâle de Selati se leva et marcha dans leur direction. Seul. Les guides qui suivirent ses traces le lendemain ne retrouvèrent que des touffes de crinière et du sang séché sur les rochers. Il ne revint jamais. Il faut comprendre une chose sur les coalitions de lions mâles. On les décrit souvent comme des machines à tuer, des envahisseurs sans âme. C'est faux. Chaque coalition a une histoire. Chaque mâle qui marche vers un territoire étranger a déjà perdu le sien. Les 4 du Nord n'étaient pas nés méchants. Ils étaient nés au mauvais moment, dans un monde qui ne pardonne rien. Ils venaient d'un territoire au nord de la rivière Sabi, dans la zone tampon entre le Kruger et les réserves privées. Un territoire médiocre, peu d'eau permanente, proies dispersées, végétation trop dense pour chasser efficacement. Ils l'avaient obtenu pendant 2 ans, ce qui est court pour une coalition de 4. En septembre, une bande de 6 jeunes mâles les avait chassés en moins de 48 heures. 6 contre 4. Même les meilleurs ne gagnent pas ces mathématiques-là. Alors ils étaient partis vers le sud. 4 mâles entre 6 et 8 ans.
l'âge où un lion est au sommet de sa puissance physique. Le plus grand pesait probablement 190 kilos, le plus petit 160. Ils avaient des cicatrices sur le museau, sur les flancs, sur les pattes, des corps construits par des années de combat. Mais surtout, ils avaient faim, pas seulement de viande, de territoire, d'un endroit à eux. Les Rangers du Kruger les repérèrent début octobre, traversant la rivière Sabi à gué. 4 silhouettes massives dans la brume du matin, marchant en ligne, sans hésitation. Le ranger qui nota l'observation écrivit dans son carnet « Coalition de 4 mâles, direction sud-sud-ouest, en bonne condition physique, probablement en recherche de territoire. » Ils ne savaient pas qu'ils documentaient le début d'une invasion. Ils mirent 2 mois à atteindre Sabi Sands. 2 mois de marche, de chasse opportuniste, de nuits passées dans des zones sans maître. Ils évitèrent les territoires occupés, pas par peur, par stratégie. Un combat inutile, c'est une blessure inutile. Et une blessure, dans la brousse, c'est souvent une condamnation à mort. Ils cherchaient un territoire vulnérable, un endroit riche avec un mâle vieux ou absent. Si vous voulez comprendre ce qui va suivre, il faut garder ça en tête. Les 4 du Nord ne choisissaient pas Selati au hasard. Ils sentèrent la faiblesse. Le vieux mâle de Selati avait 13 ans. Dans le monde des lions, c'est un vieil homme. Sa crinière avait perdu de sa densité. Il boitait légèrement de la patte arrière gauche, une ancienne blessure de buffle qui ne guérissait plus. Il patrouillait encore. Il rugissait encore. Mais les guides qui le connaissaient depuis des années voyaient bien que quelque chose avait changé. Ses rondes étaient plus courtes, ses rugissements moins profonds. Il dormait plus qu'avant. Les 4 du Nord arrivèrent à la frontière nord de Selati le 5 décembre. Ils ne se précipitèrent pas. Pendant 3 jours, ils restèrent à la lisière, marquant les arbres, rugissant la nuit, testant. C'est un protocole classique chez les coalitions. On annonce sa présence, on mesure la réponse. Si le mâle résident répond fort et vite, on reconsidère. Si la réponse est faible ou tardive, on avance. Le vieux mâle de Selati répondit, mais il répondit seul, et il répondit tard. Le 8 décembre, à minuit, les 4 du Nord franchirent la frontière. 4 rugissements synchronisés déchirèrent le silence de la réserve. Le vieux mâle se leva de la berge de la rivière Sand et marcha vers le nord. Les femelles le regardèrent repartir. La vieille de Selati ne bougea pas. Elle savait déjà ce qui allait se passer. Certaines batailles sont perdues avant d'avoir commencé. Ce qui suit est difficile à raconter. Pas parce que les détails manquent. Les caméras trappes et les rapports des Rangers ont permis de reconstituer cette nuit minute par minute. C'est difficile parce que, même en le sachant, on voudrait que ça se passe autrement. On voudrait que les 2 sœurs aient été avec le reste de la fierté. Elles ne l'étaient pas. SF-09 et SF-10 avaient 14 mois et elles chassaient, seules. C'était nouveau. Leur mère les avait laissées tenter leur première chasse autonome sur un groupe de phacochères près du barrage nord, à 2 kilomètres du reste de la fierté. C'était un exercice d'apprentissage. Les lionceaux de cet âge échouent 9 fois sur 10. Ça n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'était d'essayer. Leur mère le savait. Elle ne pouvait pas savoir que cette nuit-là, les éloigner du groupe était la pire décision possible. Les 4 du Nord entrèrent dans le territoire à minuit. Le vieux mâle partit à leur rencontre et ne revint pas. La vieille de Selati réagit dans les minutes qui suivirent. Elle rassembla les 3 mâles adolescents et les 2 autres femelles adultes et commença à se déplacer vers le sud. Vite, en silence. C'est le protocole d'urgence chez les lionnes. Quand les mâles tombent, on ne se bat pas. On fuit avec ce qu'on peut sauver. Mais les 2 sœurs étaient au nord, de l'autre côté des envahisseurs. La vieille de Selati s'arrêta 2 fois cette nuit-là, selon les données GPS. 2 pauses de quelques minutes, orientées vers le nord. Les chercheurs qui analysèrent ces données plus tard ne purent s'empêcher de se poser la question. Est-ce qu'elle hésitait? Est-ce qu'elle calculait ses chances d'aller les chercher? Personne ne le saura jamais. Ce qu'on sait, c'est qu'elle repartit vers le sud, avec les 3 mâles, sans les filles. Leur mère prit une décision que beaucoup jugeront cruelle, et que d'autres comprendront immédiatement. Sauver 3 ou perdre 5. C'est un calcul que les lionnes font depuis des millénaires. Ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien. Les 4 du Nord trouvèrent SF-09 et SF-10 près du barrage, vers 2 heures du matin. 2 lionceaux de 14 mois, seuls, sans protection. Les nouveaux mâles dominants ne tolèrent pas les descendants de leurs prédécesseurs. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la biologie.
éliminer la lignée précédente pour imposer la sienne. Les scientifiques appellent ça l'infanticide adaptatif. Le mot est propre. La réalité ne l'est pas. Les Rangers trouvèrent les traces au matin. Le sol racontait tout. La poursuite, la séparation des deux sœurs, les points d'impact. SF-09 avait couru vers l'ouest. SF-10 vers le barrage. Aucune des deux n'avait eu une chance. Un guide qui travaillait dans la réserve depuis 22 ans refusa de s'approcher du site. Il connaissait ces lionceaux depuis leur naissance. Il avait des photos d'elles sur son téléphone. À 3 kilomètres au sud, les trois frères avaient entendu. Les lions ont une audition qui capte les sons basse fréquence à plus de 8 kilomètres. SM-14, SM-15 et SM-16, 14 mois, tapis dans l'herbe haute derrière leur mère, avaient tout entendu sans rien voir. Les chercheurs ne peuvent pas mesurer ce qu'un lionceau retient d'une nuit comme celle-là. Mais ils peuvent mesurer ce qui se passa ensuite. Pendant les 4 jours suivants, les trois frères ne se séparèrent pas de plus de 2 mètres. Pas une seule fois. La fierté de Selati n'existait plus. 2 sœurs mortes, un père disparu, 4 femelles en fuite, et 3 jeunes mâles qui marchèrent vers l'est, dans le noir, collés les uns aux autres, suivant une mère qui ne se retourna pas une seule fois. La vieille de Selati les garda avec elle pendant 6 semaines. 6 semaines de fuite, de chasse ratée, de nuit sans abri dans des zones 100 mètres entre les réserves. Elle maigrissait. Les 3 adolescents aussi, mais moins vite. Elle leur laissait manger en premier. Toujours. Même quand la proie était un lièvre qui ne suffisait pour personne. Un matin de janvier, les chercheurs notèrent un changement dans les GPS. La mère s'était arrêtée. Les 3 fils continuèrent vers l'est, seuls. Personne n'a vu le moment exact. Les biologistes pensent que c'est elle qui les a repoussés. Des charges d'intimidation, des grognements, des coups de patte sans griffes. C'est un comportement documenté chez les lionnes en situation de crise. Quand la présence des jeunes mâles attire l'attention des dominants, la mère les chasse pour les sauver. C'est la 2e fois qu'elle sacrifiait quelque chose pour protéger ce qu'elle pouvait. La première fois, c'était ses filles. Cette fois, c'était sa propre présence dans la vie de ses fils. SM-14, SM-15 et SM-16 avaient 16 mois. 16 mois. Dans le monde des lions, un mâle quitte normalement sa fierté entre 2 et 3 ans, quand sa crinière commence à apparaître, quand il a appris à chasser, quand il est physiquement prêt à survivre. À 16 mois, ces 3-là n'avaient rien de tout ça. Pas de crinière, pas de technique, pas de territoire. Juste eux 3. Le premier mois fut un désastre. Ils tentèrent de chasser des impalas. Trop rapides. Des phacochères. Trop agressifs. Un koudou femelle. Elle leur échappa en sautant un buisson qu'ils n'osèrent pas franchir. Ils mangèrent des restes de carcasses abandonnées par les hyènes. Des os avec presque rien dessus. SM-16, le plus petit, perdit tellement de poids que ses côtes saillaient sous la peau. Les chercheurs qui le repérèrent en février notèrent « pronostic défavorable ». Il dormait à découvert. C'est la chose la plus dangereuse qu'un jeune lion puisse faire. Dormir sans couvert, c'est s'offrir aux hyènes, aux léopards, aux autres coalitions. Mais il n'avait pas de territoire, donc pas de refuge. Alors il faisait la seule chose qui les maintenait en vie. Il dormait en triangle, tête vers l'extérieur, flanc collé. Si quelque chose approchait d'un côté, celui qui faisait face grognait. Les 2 autres se réveillaient. Ce n'était pas une stratégie apprise. C'était du pur instinct de survie forgé par la terreur. Abonnez-vous, ces 3 frères ont encore un long chemin devant eux. Et puis, un matin de mars, quelque chose changea. SM-14, le plus grand des 3, repéra un impala blessé près d'un point d'eau temporaire. Au lieu de charger comme les fois précédentes, il s'aplatit. Il attendit, longtemps. SM-15 comprit et contourna par la gauche. SM-16 resta immobile, bloquant la fuite vers l'est. Ce n'était pas parfait. C'était brouillon, lent, hésitant. Mais l'impala blessé ne pouvait pas courir dans 3 directions à la fois. Ce jour-là, ils mangèrent. Vraiment mangèrent. Et quelque chose se déclencha. À partir de cette première chasse coordonnée, les données GPS montrèrent un changement de comportement radical. Leurs déplacements devinrent plus structurés. Ils commencèrent à suivre les troupeaux au lieu de les chercher au hasard. Ils chassaient à l'aube et au crépuscule, les heures où les proies voient le moins bien. 3 adolescents perdus étaient en train de devenir une meute. Le temps passa, le poids revint, et avec le poids, quelque chose d'autre. En mai, SM-14 montra les premiers signes d'une crinière, des touffes sombres autour du cou, irrégulières,
pas encore impressionnantes. Mais elles étaient là. Les trois frères qui avaient fui Selati à 14 mois, qui avaient failli mourir de faim dans la brousse, commençaient à ressembler à ce qu'ils allaient devenir. Ils ne le savaient pas encore. Mais la savane, elle, commençait à le sentir. Il y a une différence entre survivre et devenir dangereux. Pendant les 6 premiers mois d'exil, SM-14, SM-15 et SM-16 survivaient. À partir du 7e mois, ils devinrent autre chose. Les chercheurs qui suivaient leur GPS depuis la station de Skukuza remarquèrent un schéma qu'ils n'avaient jamais vu chez des mâles aussi jeunes. Les trois frères ne se contentaient plus de suivre les troupeaux. Ils les rabattaient vers des culs-de-sac naturels, des ravins, des berges escarpées, des pièges. La coordination entre eux était devenue instinctive. SM-14, le plus lourd, chargeait de face. SM-15 coupait la fuite par la gauche. Toujours la gauche, comme s'il avait choisi ce côté une fois et n'en avait plus changé. SM-16, le plus rapide malgré sa petite taille, fermait l'encerclement. 3 rôles. Aucune hésitation. Les guides de la zone tampon entre Kruger et Sabi Sands commencèrent à les repérer régulièrement à partir d'août. Ils les surnommèrent les Trois de l'Est. En octobre, 10 mois après l'exil, survint l'événement qui changea tout. Les trois frères tombèrent sur un buffle mâle isolé près d'un point d'eau asséché. Un buffle adulte pèse entre 700 et 900 kilos. Ses cornes peuvent éventrer un lion d'un seul coup de tête. Aucune coalition sensée ne s'attaque à un buffle solitaire sans au moins 4 membres. Ils étaient 3, et ils avaient 24 mois. Des adolescents. SM-14 engagea le premier. Le buffle le projeta à 3 mètres d'un coup d'épaule. SM-15 mordit la croupe. Pas assez profond, le buffle le secoua comme un chiffon. SM-16 attendit. Le buffle, concentré sur les 2 autres, ne le vit pas arriver par l'arrière. SM-16 bondit sur le dos et planta ses crocs dans la nuque. Le buffle tomba à genoux. Les 2 autres revinrent. Ce fut long, sale, brutal. Mais à la fin, 3 jeunes lions mangeaient un buffle. Ils restèrent sur cette carcasse pendant 4 jours. Pas seulement pour manger, pour la défendre. 2 clans de hyènes tentèrent de les déloger. Les 3 frères les repoussèrent ensemble, rugissant en synchronie, chargeant à 3 comme une seule masse. Les hyènes reculèrent. C'était peut-être la première fois de leur vie que SM-14, SM-15 et SM-16 faisaient reculer quelque chose au lieu de fuir eux-mêmes. Les statistiques disaient qu'ils n'avaient aucune chance. Mais les statistiques ne mesurent pas ce qui se forge entre 3 frères qui ont tout perdu ensemble. Le temps continua son travail. En décembre, 1 an après l'exil, les 3 frères étaient méconnaissables. SM-14 pesait environ 150 kilos, encore loin d'un mâle adulte, mais assez pour imposer le respect. Sa crinière avait poussé, sombre, épaisse autour du cou. SM-15 avait développé une musculature compacte, basse, taillée pour les charges explosives. SM-16, toujours le plus petit, compensait par une agilité que les guides n'avaient vue chez aucun autre mâle. À 3, il couvrait maintenant un domaine vital de 80 km². Pas un territoire, pas encore, mais un espace que les autres prédateurs commençaient à éviter. Un chercheur de la station de Skukuza les observa longuement en janvier, 1 an et 1 mois après leur expulsion de Selati. Il nota dans son carnet quelque chose de simple qui résume tout. Ces 3-là ne se séparent jamais, pas même pour dormir, pas même pour boire. Je n'ai jamais vu ça chez des mâles de cet âge. Quelque chose les a soudés d'une manière que je ne peux pas expliquer avec mes données. Il avait raison. Ce n'étaient plus des adolescents perdus. C'étaient 3 lions adultes qui fonctionnaient comme un seul animal. Et quelque part à l'ouest, le territoire où ils étaient nés les attendait sans le savoir. Pendant que 3 jeunes lions apprenaient à tuer des buffles dans la brousse de l'Est, les maîtres de Selati se détruisaient, lentement, de l'intérieur, comme tous les empires construits sur la violence et rien d'autre. Les 4 du Nord avaient pris le territoire en décembre. Pendant les 6 premiers mois, tout fonctionna. Ils patrouillaient ensemble, 4 masses sombres marchant en ligne le long de la rivière Sand, marquant chaque arbre, rugissant chaque nuit. Les hyènes disparurent des environs. Les léopards se firent invisibles. Aucun mâle nomade n'osa approcher. Sabi Sands n'avait pas vu une domination aussi écrasante depuis des années. Les guides les montraient aux touristes avec un mélange de respect et de malaise. On admire la force. On n'est pas obligé de l'aimer.
Le problème commença avec les femelles. 3 lionnes de l'ancienne fierté étaient restées, pas par choix, par nécessité. Elles n'avaient nulle part où aller. Elles acceptèrent les nouveaux mâles, comme les lionnes le font toujours, parce que la survie passe avant tout le reste. Mais 3 femelles pour 4 mâles, c'est un déséquilibre. Et chez les lions, les déséquilibres se règlent avec les dents. Le premier affrontement eut lieu en juillet, 7 mois après la prise de pouvoir. Le plus jeune des 4, 6 ans, le plus impulsif, tenta de s'accoupler avec une femelle que le plus âgé considérait comme la sienne. Ce qui suivit ne dura que quelques minutes, mais les Rangers retrouvèrent du sang sur les rochers du point d'eau sud et des touffes de crinière arrachées. Le jeune s'en tira avec une oreille déchirée. Le message était clair. La hiérarchie existe, même entre alliés. Mais le jeune ne comprit pas le message, ou ne voulut pas le comprendre. En septembre, un deuxième affrontement, plus violent. Cette fois, le plus âgé mordit le jeune à la mâchoire, un coup latéral qui brisa l'os. Les chercheurs observèrent le blessé pendant les jours suivants. Il ne pouvait plus manger de viande solide. Il léchait le sang des carcasses sans pouvoir mordre. En 3 semaines, l'infection fit le reste. Les Rangers trouvèrent son corps au bord du barrage nord, là où SF-09 et SF-10 étaient mortes 10 mois plus tôt. La symétrie n'échappa à personne. Un like pour ceux qui pensaient que ce jour arriverait. 3. Il n'était plus que 3. Et la fissure ne se referma pas. Elle s'élargit. Sans le 4e pour stabiliser le groupe, les patrouilles devinrent irrégulières. Le plus âgé monopolisait les femelles. Les 2 autres s'éloignaient de plus en plus, chassant seuls, dormant seuls. Une coalition qui ne patrouille plus ensemble est une coalition qui meurt. C'est une loi aussi vieille que les lions eux-mêmes. En novembre, le 2e mourut. Pas dans un combat, un buffle. Une chasse solitaire qui tourna mal. Une corne dans l'abdomen. Les guides le trouvèrent vivant, couché sur le flanc, respirant à peine. Il mit 2 jours à mourir. Les 2 survivants ne vinrent pas. Ils étaient à 7 kilomètres, chacun de leur côté. Ce n'était plus une coalition. C'étaient 2 étrangers qui partageaient un territoire trop grand pour eux. En janvier, 2 ans après l'invasion, le territoire de Selati n'avait plus de vrais gardiens. Les 2 mâles restants ne se croisaient que par hasard, ne rugissaient que seuls, ne patrouillaient que leur moitié. Les hyènes revinrent. Les léopards aussi. Les femelles chassaient sans protection. Et à 40 kilomètres à l'est, 3 jeunes lions à la crinière noire commençaient à se déplacer vers l'ouest. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais quelque chose les tirait vers un endroit qu'ils n'avaient pas oublié. Les données GPS racontent le début. Le 3 février, les 3 frères changèrent de direction. Depuis 1 an, leur déplacement restait dans un axe nord-sud, le long de la zone tampon à l'est de Sabisans. Ce matin-là, SM-14 tourna vers l'ouest. SM-15 et SM-16 suivirent dans l'heure. Comme si un signal invisible avait été donné. Les chercheurs ne comprirent le sens de ce mouvement que 6 jours plus tard, quand les 3 points GPS apparurent à la frontière est de Selati. Ils mirent 6 jours à couvrir les 40 kilomètres. C'est lent pour des lions. Ils peuvent parcourir cette distance en une nuit s'ils le veulent. Mais ils ne se pressaient pas. Ils marchaient, côte à côte, s'arrêtant pour marquer les arbres, pour renifler le sol, pour écouter. Chaque nuit, ils rugissaient ensemble avant de se coucher. 3 voix qui montaient dans l'obscurité de la brousse, graves, longues, synchronisées, comme un avertissement envoyé à tout ce qui vivait devant eux. Le 9 février à l'aube, ils atteignirent la rivière Sand. La frontière est du territoire de Selati, l'endroit exact où leur mère les avait chassés 16 mois plus tôt. SM-14 s'arrêta sur la berge. Les 2 autres s'arrêtèrent à côté de lui. Les données GPS montrent une immobilité de 47 minutes à cet endroit. 47 minutes. Personne ne sait ce qui se passait dans la tête de ces 3 lions. Les chercheurs n'aiment pas les interprétations émotionnelles. Mais 47 minutes d'immobilité sur un point précis, ça ne ressemble à rien de connu dans les données comportementales. Et puis ils traversèrent. SM-14 en premier, les 2 autres derrière. Ils ne coururent pas. Ils marchèrent dans l'eau basse de la rivière Sand comme s'ils avaient fait ça toute leur vie. De l'autre côté, la savane de Selati s'étendait sous le soleil du matin. Leur savane. Ils étaient chez eux. Le premier rugissement collectif fut émis à 6h12, depuis la clairière centrale de Selati. Les guides du lodge le plus proche, 6 kilomètres au sud, l'entendirent. 3 voix superposées, parfaitement synchronisées. Un rugissement de lion porte à 8 kilomètres.
3 rugissements en même temps créent une résonance que les biologistes appellent effet de coalition. Le cerveau de celui qui écoute perçoit un groupe plus grand qu'il ne l'est. 4 lions qui entendent 3 lions rugir ensemble perçoivent une menace de 5 ou 6. C'est un avantage acoustique qui a été sélectionné par des millions d'années d'évolution. Les 2 survivants des 4 du Nord l'entendirent. Ils étaient séparés. L'un au nord du territoire, l'autre au sud-ouest. Leurs réactions furent documentées par les GPS avec une précision froide. Le mâle du Nord commença à se déplacer vers l'est à 6h14, 2 minutes après le rugissement. Pas vers le son, en s'éloignant. À 6h31, il avait quitté le territoire. Le mâle du sud-ouest tint plus longtemps. Il rugit seul à 6h20, une réponse unique, solitaire, qui se perdit dans l'air du matin. Puis le silence. À 7h45, son GPS montrait un déplacement rapide vers le sud. Hors du territoire. Aucun combat. Aucun affrontement. 2 ans plus tôt, 4 mâles dans la force de l'âge avaient pris ce territoire en une nuit. 2 ans plus tard, les 2 survivants l'abandonnèrent en moins de 2 heures, sans se battre, parce que la force ne tient que si elle reste unie, et que 3 voix qui rugissent ensemble font plus peur que 2 qui rugissent seuls. Les 3 frères continuèrent à rugir pendant 40 minutes. 40 minutes sans interruption, en marchant lentement vers le cœur du territoire, marquant chaque arbre, chaque rocher, chaque termitière. Le son résonnait à travers toute la concession. Les impalas s'immobilisèrent dans les plaines. Les babouins montèrent dans les arbres. Les guides coupèrent leurs moteurs. Les touristes sortirent des véhicules. Personne ne parlait. SM-14, SM-15 et SM-16 étaient revenus. Et Selati avait de nouveaux rois. Les premiers jours furent étranges. Les 3 frères arpentèrent le territoire comme des fantômes, visitant une maison qu'ils reconnaissaient à moitié. Ils s'arrêtèrent devant certains arbres, certains rochers, certains points d'eau. SM-14 passa 1 heure entière couché au bord du barrage nord, le barrage où leur sœur était morte. Les chercheurs qui observèrent ces données ne surent pas quoi écrire dans leur rapport. Ils notèrent simplement « comportement stationnaire prolongé, cause inconnue ». Les 3 lionnes qui avaient survécu à l'invasion acceptèrent les nouveaux mâles en moins de 48 heures. C'est rapide. D'habitude, les femelles testent les nouveaux dominants pendant des semaines. Mais ces 3 femelles avaient vécu 2 ans sous des mâles qui se battaient entre eux, qui ne patrouillaient plus, qui ne les protégeaient pas. Quand SM-14, SM-15 et SM-16 commencèrent à patrouiller ensemble, chaque nuit, sans exception, les femelles comprirent. Ce n'était pas le même genre de pouvoir. En mars, 1 mois après le retour, le territoire avait changé. Les hyènes qui s'étaient installées pendant les derniers mois des 4 du Nord furent repoussées en 2 semaines. Les 3 frères chassèrent ensemble. Pas par nécessité, par habitude. 2 ans de survie dans la brousse leur avaient appris quelque chose que la plupart des mâles dominants ne savent pas faire, se nourrir eux-mêmes. Les femelles chassaient de leur côté, les mâles du leur. Selati produisait plus de viande qu'il n'en fallait. Mais cette histoire ne serait pas complète sans ce qui se passa le 14 mars. Ce matin-là, SM-15 patrouillait seul la frontière sud-est du territoire, la seule zone que les 3 frères n'avaient pas encore réclamée. Il tomba sur une lionne, vieille, maigre, solitaire, couchée dans l'ombre d'un tamboti, à 50 mètres de la rivière. Les guides qui assistèrent à la scène depuis leur véhicule reconnurent immédiatement la lionne. C'était la vieille de Selati. Elle avait survécu, 16 mois seule, dans les marges du territoire, chassant des lièvres et des petits impalas, évitant les hyènes, dormant dans des fourrés que personne ne visitait. Elle pesait à peine 90 kilos, 30 de moins que la normale. Ses côtes saillaient. Sa démarche était lente, mais elle était là, vivante. SM-15 s'approcha. Les guides retinrent leur souffle. Quand un nouveau mâle dominant rencontre une femelle inconnue sur son territoire, la réaction peut aller dans les 2 sens. Mais SM-15 ne fit rien. Il s'arrêta à 3 mètres. La vieille de Selati leva la tête, le regarda, et émit un son que les guides décrivirent comme un prusten, ce grognement bas, presque un ronronnement, que les lionnes utilisent avec leurs petits. Un son qu'elle n'avait pas eu de raison d'émettre depuis 16 mois. SM-15 se coucha, à 2 mètres d'elle, et ils restèrent là, dans l'ombre du tamboti, pendant plus d'1 heure, sans bouger. Les chercheurs ne peuvent pas prouver qu'il l'a reconnue. La science n'a pas d'outils pour mesurer ça. Mais les guides de Sabi Sands, ceux qui suivaient cette famille depuis le début, n'eurent aucun doute.
Le fils était revenu, et la mère qui l'avait chassé pour le sauver était encore là pour le voir devenir roi. La vieille de Selati fut intégrée dans la nouvelle fierté. Elle vécut encore 8 mois, chassant avec les jeunes femelles, dormant près de la rivière. Elle mourut en novembre, probablement d'insuffisance rénale liée à l'âge. SM14, SM15 et SM16 régnèrent sur Selati pendant 3 ans, ensemble, sans jamais se séparer. Qui méritait ce territoire? Ceux qui l'ont pris par la violence ou ceux qui y sont nés? Abonnez-vous à Domaine Sauvage pour ne manquer aucune histoire. Likez si cette histoire vous a touché. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que la justice existe, même dans la savane.